moi je me présente, je suis journaliste. Je travaille pour une revue qui s'appelle Papier Nickelé, qui est une revue sur l'illustration. Donc vous allez pouvoir en gagner parce que je vais vous poser quelques questions sur les rapports entre cinéma et bande dessinée. Voilà. Je vais animer une rapide discussion entre nos trois auteurs, scénaristes, dessinateurs. Et vous aurez bien entendu un temps d'échange avec eux lors d'une dédicace sur deux ouvrages. Donc, je crois que Noël vous a présenté un peu les ouvrages. Il y aura aussi deux autres soirées matinées où on va vraiment prendre le temps de regarder des films. Parce que je pense que tous les trois, vous êtes cinéphiles. Et donc on va parler un petit peu de ça, de votre rapport au cinéma et à l'image, pendant ces temps. Et on creusera, si vous voulez. Donc là, je vous les annonce tout de suite, c'est le 22 juin, autour de Sergio Leone et pour quelques dollars de plus. C'est un peu long, il est un peu long. Un peu long, mais disons que c'est des films qui se revoient avec plaisir. Hein. Oui, oui. Ça, on est bien d'accord. Et vous qui êtes sur le pont. Le 7 septembre, un film de Lino Ventura, qui est le préféré de Jacques Deray, et en lisant la bande dessinée, qui a été dessinée effectivement par Stéphane Ouary, c'est effectivement Un papillon sur l'épaule, et on en discutera, parce que c'est vraiment quelque chose qui a structuré un peu la narration de cet ouvrage. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci d'être là, et je vais commencer rapidement par une petite question générale concernant votre cinéphilie. Est-ce que vous pouvez nous donner, puisqu'on va questionner les rapports entre cinéma et bande dessinée, à savoir pour vous, quelle est la meilleure adaptation d'une bande dessinée au cinéma? Parce qu'aujourd'hui, on a les Marvel qui font beaucoup de buzz, mais on est souvent déçus quand même. Et en même temps, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le cinéma est en crise aujourd'hui, et beaucoup de gens font des choses beaucoup plus créatives et intéressantes en bande dessinée. Prenons par exemple l'exemple de Valérian. Effectivement, quand on voit le décalage entre le film de Besson et la créativité... Cinéphile soirée, et une prochaine fois, sans doute pour la soirée de Lino Ventura, voilà. Mon idole. Voilà, venez le samedi matin, 7 septembre à 9h, projection. Ça sera au cinéma, parce qu'en fait, c'est un partenariat, c'est une soirée entre Glénat, le cinéma du Panthéon, et la librairie du cinéma du Panthéon, qui nous offre aussi un coup à boire. Voilà, ça va nous donner soif, on va poser. Donc, je reprends ma petite question. Voilà, on verra après. Alors, quelle est, d'après vous, la meilleure adaptation, aujourd'hui, d'une œuvre de bande dessinée au cinéma? Je vais commencer par mon voisin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je commence par moi. Voilà, allez. C'est difficile comme question. Eh oui. Alors, je ne vous avais pas envoyé les questions avant, hein. C'est totalement improvisé. Dépourvu. Peut-être parler de votre cinéphilie à vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez embarqué dans cette collection? Peut-être que le film de cinéma, j'imagine pas qu'on puisse faire le type d'ouvrage que vous faites dans cette collection de Fémis sans être cinéphile. Hein. Oui. C'est ça que je questionne, c'est peut-être plus largement votre cinéphilie. Qu'est-ce qui a déclenché cet amour du cinéma? Par rapport à l'ouvrage que j'ai réalisé. Plus généralement, on va se focaliser sur l'ouvrage après. Ouais. Oui, bah, écoutez, le cinéma, tout d'abord parce que c'est un langage de l'image. Et donc, c'est aussi un univers qui nous permet de rêver. Et comme moi je suis dessinateur, je fais le lien entre la bande dessinée et le cinéma. Et il y a beaucoup d'apports entre le cinéma et la bande dessinée. Il y a beaucoup des deux côtés, hein, que le cinéma influence la bande dessinée et l'inverse aussi. Parce que vous avez parlé de l'adaptation, mais ça va dans les deux sens. Mais le cinéma, oui, j'aime beaucoup regarder des films, le cinéma. D'ailleurs, je regrette que à l'heure actuelle, c'est la télévision qui va prendre le dessus par rapport aux projections dans les salles. Parce qu'à l'époque de Sergio Leone, entre autres, il faisait des films, il y avait des réalisateurs qui faisaient des films pour les grands écrans. Et quand on va voir un film au cinéma, on oublie le présent, on est embarqué dans l'histoire, dans le film.
Et ça, c'est quelque chose de magique. Alors, dans l'univers de Sergio Leone qui vous préoccupe, parce que vous avez fait une mise en image sur le scénario de Noël Sim Solo, Oui. quel est le film de Sergio Leone, finalement, qui a nourri cette envie de cinéphilie et cet amour du cinéma? Il en a fait 7, pas beaucoup. Hein, Oui, il en a fait 7. Et Alors, à mon avis, celui qui m'a le plus marqué et qui continue à me marquer, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Je pense. qui est son... Qui était son dernier western, enfin, est-ce que c'est le dernier, parce que je pense que oui, parce qu'après il a fait Il était une fois à la Révolution, mais ce n'est plus vraiment un western. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'était un film qui a vraiment synthétisé tout son savoir-faire qu'il a acquis avec les films précédents, les westerns précédents. Aussi bien par la façon de filmer, le cadrage, le jeu des acteurs et la musique, entre autres, surtout, qui a marqué beaucoup de personnes, des cinéphiles. Alors pour dessiner finalement, parce que vous dessinez dans la bande dessinée, je dois dire j'ai pris un grand plaisir à lire, parce que effectivement on apprend des choses, il y a une part un peu, c'est pas totalement la réalité, on ne connaîtra jamais la réalité d'un être d'ailleurs, hein. Il y a toujours une part, mais c'est quand même très documenté. Vous avez effectivement des morceaux de tournage. Alors, vous avez eu besoin de revoir les films pour dessiner ou c'était de mémoire? Comment vous avez travaillé ça? Alors, c'est-à-dire que, d'une part, je dois me souvenir de l'image des films, et d'autre part, comme je raconte avec Noël la vie de certaines personnes et ses tournages, entre autres, je dois imaginer comment il pourrait procéder, comment il aurait vécu le tournage, vous voyez. Et c'est ça, donc ça fait que je dois me situer encore derrière sa caméra, quelque Voilà. sorte. Donc un travail sur l'imaginaire, effectivement, Oui, qui c'est ça. est intéressant. Alors je me tourne vers mon voisin sur la cinéphilie. Alors vous êtes un peu sur le focus Innoventura, mais bon, en dehors de l'Innoventura et du cinéma, du cinéma d'Innoventura, sur le cinéma en général, qu'est-ce qui a nourri votre cinéphilie? Alors moi, ce qui a pu être déterminant, c'est que quand j'habitais Strasbourg, je devais faire mon service militaire à cette époque-là, et bon, je ne souhaitais pas. Je ne souhaitais pas, et j'avais donc fait ce qu'on appelle objecteur de conscience. Et j'avais eu la chance, comme objecteur de conscience, de me faire embaucher dans un cinéma d'art et essai à Strasbourg qui s'appelle l'Odyssée, qui existe encore, qui est un excellent cinéma. Et voilà, plutôt que de faire soldat, j'ai travaillé pour ce cinéma pendant un petit moment, à la fois aux entrées, mais aussi au centre de documentation. Au rez-de-chaussée, ils avaient un centre de documentation. C'était les tout début de ce centre de documentation. Et l'un de mes boulots consistait à éplucher la presse, les livres sur le cinéma, et de rentrer dans un ordinateur, faire des classifications comme ça pour permettre aux visiteurs de retrouver tout de suite les références. Donc évidemment, j'ai profité de cette période-là pour voir autant de films que je le souhaitais, et c'était tout simplement énorme, parce que c'est un cinéma qui fonctionnait par quinzaine, par réalisateur, par nationalité, etc. Donc là, je me suis fait vraiment un fond de culture cinématographique assez conséquent, et en plus, bon, comment ça fonctionne à Strasbourg, c'est que quand tu es ouvreur dans un cinéma, tu sympathises avec les ouvreurs dans les autres cinémas, ce qui me permettait d'accéder en fait à toutes les autres salles et d'aller voir les films à l'œil. Ouais. Tu fais partie de la génération qui n'a pas eu à resquiller par les portes de service, quoi. Non, les portes m'étaient ouvertes. Et puis après j'ai enchaîné, forcément le goût du cinéma est né à ce moment-là, enfin en tout cas et j'ai enchaîné par l'achat d'un magnétoscope, et j'ai enregistré quasiment systématiquement tous les films qui passaient à la télé à ce moment-là. Je me suis fait vraiment une collection assez considérable de films comme ça, beaucoup plus que de bande dessinée d'ailleurs. J'ai bouffé du cinéma énormément. Voilà pour la question sur la cinéphilie. Et alors justement, parce que là vous adaptez une partie de la vie de Nino Ventura, parce que alors Nino Ventura, lui, il a fait énormément de films. Alors vous avez vu tous les films de Nino Ventura? Non. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, c'est certainement possible si Sans on doute, a le loisir, mais non. Ils sont absolument tous disponibles. Tous disponibles. Ouais, tous. Alors il y a un film qui rapprocherait, j'étais en train de me dire quel film, c'est une question que je vais vous poser, quel film de Nino Ventura
le rapprocherait de l'univers de Sergio Leone? Est-ce que vous avez une petite idée? Aucun. Aucun? Ils se connaissaient très bien, j'ai déjeuné avec eux, Ouais. je peux vous dire qu'ils s'entendaient très bien, et que jamais Sergio a eu l'idée, ne serait-ce qu'une seconde, d'employer Ventura. Oui, par Parce contre, que il avait la l'idée- raison, c'est que Ventura était dans un système. Mhm. Ventura, c'était pas. Les seuls films d'aventure qu'il a fait avec Enrico ou avec Giovanni, Mhm. c'était des films extrêmement franchouillards, si on peut dire, entre Ouais. guillemets, même si Robert avait beaucoup de talent, que cette crapule de Giovanni en avait beaucoup moins. Bon. Mais le problème, c'est que la seule point commun qu'on pourrait trouver en cherchant un peu, en étudiant un peu, en analysant un peu, ça serait ce pont extrêmement discutable qu'il y aurait entre Jean-Pierre Melville et Sergio Leone. Bon. Ouais. Quand on sait la Ouais. haine qu'avait eu très vite Ventura pour Melville, qui travaillait avec lui, qui fait qu'assistant lui dit ce qu'il avait à faire, c'était pas simple. Mais Leone s'entendait très bien avec Delon et avec Ventura, mais ils n'étaient pas des personnages pour son cinéma. Voilà. C'est ce qu'il disait lui. C'est dit, ouais. Et alors, vous, au niveau de la ciné, vous avez rencontré beaucoup de réalisateurs, Clint Eastwood, Moi, j'ai Samuel 75 Fuller, ans, mon pote. voilà, J'ai donc, commencé à du 5 coup, ans à aller au cinéma. Quel est, dans toutes ces rencontres, finalement, peut-être le réalisateur qui vous a le plus marqué, dont vous revoyez encore les films avec le plus de plaisir? Écoutez, c'est beaucoup plus compliqué parce que cette collection, je la co-dirige avec Franck. Bon, donc c'est Franck et moi qui décidons de qui va être dedans, et même, il faut dire la vérité, un scénariste, avec quel dessinateur t'en as un, qui tu veux, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc bon, le problème ne se pose pas de cette manière-là. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une question qui était intéressante avant, quand vous avez dit quelle est la meilleure bande dessinée au cinéma. Je ne sais pas la meilleure bande dessinée passée à l'écran, mais je sais quel est le cinéaste qui a fait le plus, disons, l'esprit de la ligne claire. Oui. C'est Robert Bresson. Ah, Quand on regarde les films de Robert Bresson, c'est la ligne Ah, claire. oui, Bon, oui. j'en ai beaucoup de cinéastes qui sont et des gens de BD. Bon, c'est que le cinéma et la BD sont nés à peu près au même moment. Ils se sont nourris l'un l'autre avec le roman noir. Bon, ils se sont nourris énormément. Le roman noir, je ne parle pas des films noirs, le roman noir, les romans de Hamet, tout ça, les romans qui étaient des hard-boys, des behavioristes, des gens qui avaient un comportement. Bon. Et à partir du moment où on s'est rendu compte, j'ai beaucoup passé avec Christian Metz, je ne sais pas si vous savez qui est Christian Metz, c'était un analyse de sémiologie, il est mort quoi, il y a 30 ans qu'il est mort, Christian, je crois, bon. Et qui avait analysé très précisément les rapports qu'il y avait dans le montage au cinéma, dans le montage dans la bande dessinée. Et il y a même un très beau texte qui existe, écrit par Alain René, qui est le découpage chez Dick Tracy. Bon. Donc il y a quelque chose qui est parent. Et en fait, beaucoup de vrais cinéastes, et là, ça en a beaucoup de mauvais, mais beaucoup de vrais, soit ils ont, comme mon copain Jean-Pierre Mocky, le film dans la tête quand ils arrivent, ils savent que si vous cadrez comme ça, qu'ils cadrent après, ils savent dans quelle ordre il va faire, soit, beaucoup plus précisément comme d'autres, ils ont un storyboard. Hitchcock, il est arrivé sur le plateau, l'opérateur était là, il lui donnait, voilà, c'est le cadre, voilà, c'est le cadre d'après, voilà, c'est l'éclairage. Et il attendait. Walsh était pire, il donnait tout, il allait dans le fond, il écoutait. Elle est mauvaise au son. Mais monsieur, on pose 5 en liste tout, je m'en fous, elle est mauvaise au son, on recommence. Bon, c'est des gens qui avaient des images comme ça. Et moi, à la bande dessinée, j'ai eu la chance, gamin, à l'âge de 5 ou 6 ans, quand mes parents se sont séparés, que mon père faisait des marchés, j'habitais avec ma mère qui était très pauvre. On avait le cinéma tous les dimanches. Et en même temps, on me donnait des bandes dessinées qui paraissaient à l'époque, ce qu'on appelle le récit complet, qui était fait par des graphistes, par des peintres qui cherchaient du boulot. Et ils allaient se documenter où, dans les poubelles et tout. Charlier et Hubinon, quand ils sont venus d'année, ils ont été dans les poubelles de l'ambassade américaine. Bon. Et ils allaient au cinéma, et le cinéma était leur exemple. Il y avait interprétation des styles. Bon, je suis un peu long, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une génération de cinéastes qui vient de là. Léon, c'était pas du tout comme dans l'exposition qui a été faite, ou comme raconte M. Freilich dans ce bouquin. Léon m'a dit plusieurs fois ce qui l'avait fasciné quand il était gamin, dans les bandes dessinées que son père lui achetait, c'était pas du tout Kit Carson, c'était pas du tout les westerns, c'était Chino et Franco, c'était Raoul et Gaston, d'Oliman Young, qui sont deux gamins copains, avec, disons, une panthère noire. Ça l'a fait parce qu'il n'est pas de frère, il était tout seul, il était triste avec des parents plus âgés, très âgés. Et après ça, il a cherché un frère toute sa vie, et dans tous ses films, il raconte la même histoire. Et quand il raconte quoi, les cadres et tout, quand on regarde, ça vient un peu de là, et de la peinture. Bon. Et vous avez les cinéastes autrement qui sont des villes illustrateurs, c'est comme certains dessinateurs, qui se appellent des illustrateurs, c'est qu'ils s'en foutent de ce qu'il y a à faire, ils veulent montrer leur art, ils se foutent de ce qu'ils racontent. Dans ce cas-là, il faut faire de la peinture.
Alors, est-il exact que Sergio Leone voulait adapter Corto Maltese? Est-ce que vous en avez Pas du entendu tout, parler? c'était un pas, mythe, c'est pas ou, lui, c'est Hugo qui voulait qu'il l'adapte. Oui, c'est ça. Et Sergio ne voulait pas, parce que moi je peux vous répondre, parce que comme si vous connaissez, j'ai fait qu'un long métrage dans ma vie, mais Clémentus, je l'avais mis en Corto Maltese, donc j'ai un coup de téléphone d'Hugo Pratt, c'est Leone, il au téléphone, il dit écoute, voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que tu veux pas réaliser Hugo Pratt? J'ai dit non, parce que je savais ce que ça voulait dire. Le contrat de Pratt qu'il avait avec tous les producteurs, c'était je veux un réalisateur qui se taise, qui ne fasse que ce que je veux, je veux pas qu'on parle de cinéma. Vous imaginez Leone travailler comme ça? Difficile. Bon, donc on comprend que le projet n'est pas abordé. Le seul projet qu'il a eu vraiment de bande dessinée, c'était Flash Gordon. Il voulait Robert Redford dans Flash Gordon, Charles Bronson pour jouer l'homme lion, et pour Ming, il voulait James Coburn. Ah, on a loupé un truc assez kitsch du coup. Mais De Laurentiis, c'est De Laurentiis qui lui avait proposé. Oui, tout à fait. Et Redford n'a pas voulu et il a laissé tomber. Voilà. Alors, une question pour les dessinateurs. Quand on rentre dans cette collection, Neufenny, est-ce que globalement, vous avez effectivement des scénaristes, des directeurs de collection quelle est votre marge de manœuvre, finalement? On ne peut pas raconter n'importe quoi, allez, du coup, faire attention. Hein, Bien sûr. Et est-ce que, du coup, est-ce que Sergio Leone, pour vous, après, a toujours une part de mystère? Et quelle serait cette part de mystère que, finalement, tout biographe, tout adaptateur n'arriverait pas à saisir? Il n'est pas question que ces livres, ce soient des making-of. C'est pas un livre qui va expliquer comment ça va passer sur un tournage d'un seul film et tout. C'est pas ça. C'est la vision d'un individu par un scénariste, par un réalisateur que j'appellerais un dessinateur, et également par lui-même. Donc c'est pas. J'ai pas envie qu'on fasse une bande dessinée qui soit 140 pages sur comment s'est tourné Citizen Kane. C'est pas le but. Donc on avait trouvé un truc. Bon. Le truc, il est que ce que l'on fait, c'est qu'il est convenu que le rapport qu'il y a, c'est que dans certains cas, quand les réalisateurs, il y a un scénario d'abord écrit complètement. Et même parfois, autant, je sais pas, là c'est différent parce que Laurent te connaissait, je pense qu'il avait commencé l'idée, on était d'accord, et vous êtes mis d'accord après. Bon, je lui ai piqué son dessinateur à son là, Valaise, avec qui je faisais un autre truc, donc je pense qu'il ne pouvait pas aller voir Olivier, je plaisante. Bon. Et quand on a eu les essais et tout, on a été d'accord. Mais moi, quand Léon, par exemple, il faut être très clair, Léon, il y avait un scénario fait, calibré, complètement prêt, sur lequel on s'est mis d'accord, Franck et moi, et on a cherché le dessinateur. C'est-à-dire qu'on cherche des dessinateurs. Et la politique qu'on a eue, c'est qu'on cherche des grands dessinateurs ou des dessinateurs qui sont grands mais pas très connus. Actuellement, Schwillam, qui n'était pas une star, j'étais très content qu'il fasse Léon, c'est moi qui ai décidé avec lui, on était ensemble. Et de même, Marek, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui fait le Truffaut. Bon. À côté de ça, c'est Dominique qui fait le Hitchcock, c'est des grands dessinateurs qui travaillent. Bon, ça c'est pas. Et la deuxième chose, c'est que dans mon boulot, c'est important qu'on soit bien clair, il y a également, afin de soulager les dessinateurs de certains problèmes, je leur apporte toute la doc. Bon. C'est-à-dire que toutes les photos de Sergio Jeune, de bande dessinée et tout, je les envoie. Et dans certains cas, comme je suis directeur de la collection aussi, je peux, quand c'est moi qui ai fait le scénario, donc quand je sais, le travail du scénariste d'habitude qui se fait à la table ne se fait par téléphone et je peux dire non, là, à mon avis, c'est pas ça, t'as mal entendu. Par exemple, Marek, il m'a envoyé un mail hier en me disant excuse-moi, je voudrais savoir la taille exacte de Jean Narboni, de Jean-Louis Comolli par rapport à Michel Delay dans le cadre on fait par rapport à Truffaut. C'est évident, c'est pas évident d'aller sur le net chercher la taille des gens. C'est une subtilité qui nous échappe. Oui, non, mais ça paraît ridicule. Mais une fois que le dessinateur sait la vérité, et je pense que Philippe ne va pas me contredire, il se sent une plus grande liberté. Parce qu'il sait qu'il ne va pas faire une connerie d'anachronisme ou d'erreur. Bon. Donc on n'est pas dans le système d'un couple qui vient, pour l'instant on n'a pas eu un couple qui est venu proposer un projet. Bon. Donc c'est comme ça que ça se passe. Bon. Moi, quand j'ai vu les dessins que faisait Stéphane, je connaissais ce qu'il faisait, et l'idée du scénario d'Arnaud, il l'a dit Arnaud, j'ai dit oui tout de suite. Lui, d'accord, oui, on n'a pas eu à discuter. Bon. Finalement, il y avait des gens qui se sont proposés, moi j'en voulais pas. Bon, actuellement, il y a quelqu'un qui a proposé pour faire le Gabin que j'ai écrit, ce qui m'a donné et tout, il a du talent le gars, mais je sentais qu'on ne serait pas compris une seule seconde. Il voulait faire grande gueule, genre des trucs de pilote. Hein, bon. Ah oui. On est dans le biopic de Gabin qui fait 200 planches, je vois que c'était un peu difficile. Bon. Par contre, il y a des cas où au contraire, on aimerait avoir des gens qui au dernier moment ne veulent pas. Bon. Et on n'a pas eu pour l'instant un auteur-dessinateur qui propose un acteur, la part là, mais il y en a qui arrive et qui a une idée formidable avec 4 planches qu'il envoie, on dit oui, on n'est pas idiot. Mais je veux dire que c'est pas une collection pour l'instant où les gens qui travaillent dessus
comment dirais-je, c'est presque des commandes. Et en même Si temps, on veut se comprendre, c'est presque des commandes. Tu ne prends pas ça mal, ce que je veux dire. Ah ben, je répondrai à ça. Oui. Parce que moi, la commande, on peut dire oui, on peut dire non. Mais je veux dire, c'est pas une idée qui vient, c'est pas un dessinateur qui vient, qui dit j'aimerais raconter l'histoire de machin ou de Titeuf et tout. Bon, avec toute l'amitié que j'ai pour Titeuf. Ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, la taille, il n'y a pas de limitation de page, parce qu'effectivement, le c'est pour ça qu'on est a fait plus le roman conséquent, graphique. hein, effectivement, et le Ventura, il est très étonnant, le Ventura, puisqu'effectivement, on a l'impression que Lino Ventura est une énigme, et toute l'histoire tient l'idée de quelqu'un qui veut essayer de percer cette énigme, et dont le film le plus énigmatique, effectivement, qui a un papillon sur l'épaule, renvoie à un univers kafkaïen, et ce personnage, effectivement, on a l'impression qu'il est devenu acteur comme par hasard, c'est très étonnant. Alors, il y a beaucoup moins de choses qui sont écrites sur Ventura, je pense, que sur Léon. Alors, comment vous en êtes débrouillé de ça, en tant que dessinateur Et cette idée de la référence au film Un papillon sur l'épaule qu'on va passer au mois de septembre, c'est une idée, c'est le scénariste du coup qu'il a eu je vais être honnête, on va la jouer comme ça. J'aime bien. Déjà, Arnaud m'appelle en me proposant de bosser sur Lino Ventura. Moi, Lino Ventura, bon, je trouve que j'aime bien, mais c'est loin d'être mon acteur préféré. C'était plutôt l'acteur préféré de mon père. Et puis en plus, il me dit, on va raconter la vie de Lino Ventura. Je dis, t'es sûr? Un biopic où c'est vraiment pas trop mon truc, quoi. Et je crois pas du tout, enfin, j'ai énormément de réserves sur l'idée de biographie illustrée, etc. Et puis c'est très long. Il y en a dans la collection. Mais je sais, alors c'est pour ça que je vais la jouer. Je lui dis ça, je lui dis, moi, en revanche, j'ai très envie de travailler avec toi, Arnaud. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'aime l'écriture, et avec qui j'ai pas mal d'affinités par ailleurs. J'étais vraiment surpris qu'il s'adresse à moi pour Lino Ventura. Donc, je lui dis ça, je lui dis non, mais moi, les biopics, ça m'intéresse pas. En plus, l'histoire de raconter la vie de célébrités, etc., je vois pas l'intérêt. Il y a des témoignages, il y a des proches qui peuvent parler enfin, pour Lino Ventura, il y a des livres qui ont été écrits sur lui, on sait déjà beaucoup de choses sur lui. Quel est l'intérêt de faire une bande dessinée? Pour moi, c'était... Et bon, il m'en parle, et il me parle de Un papillon sur l'épaule. Il me dit, t'as vu Un papillon sur l'épaule? Je lui dis, non, ça c'est pas un film que je connais. Il me dit, déjà, va voir ce film, je te l'envoie. Il m'envoie via WeTransfer, quoi. Et effectivement, je regarde le film et là, je suis scotché, quoi. Parce que tout d'un coup, je découvre quelque chose de Lino Ventura que je ne percevais pas. Et puis, quant à l'idée du biopic, assez rapidement, je dis à Arnaud, vraiment, moi, ça me pose un problème, ce truc-là. En biopic, en bande dessinée, je vois pas trop ce qui pourrait fonctionner. J'avais l'exemple, il y avait un bouquin que j'aime beaucoup, qui est Billie Holiday de Munoz et Sampaio. Qui est, voilà, je me dis, si on doit faire un biopic, pour moi, c'est dans cet esprit-là. Genre, je place le niveau autant à loin. Et il me dit, ouais, ok, il réfléchit. Je dis, en gros, ce qu'il faut, c'est, qu'est-ce qu'on a à raconter par rapport à ce personnage-là? Et on a gambergé là-dessus, quoi. Donc on ne s'est pas posé la question de savoir quelle était la vie de Lino Ventura ou quelles étaient les anecdotes à raconter. Ça, je savais qu'Arnaud, il avait fait ce travail en amont, qu'il s'était énormément documenté. Il a rencontré des gens. Voilà, il a rencontré Jean-Claude Carrière, justement, qui était le scénariste de Un papillon sur l'épaule. Il avait beaucoup échangé. Et Gilles aussi, qui est près de chez nous, Gilles, qui est un ami, qui a connu Lino et tout. C'est ça, donc je savais qu'Arnaud, pour ce qui est de la partie justement biographique, tout ce qui était anecdotique, etc., ça, il avait le matériau. Maintenant, je lui dis, comment on se situe par rapport à ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et l'idée, c'était assez rapidement de se dire, effectivement, le grand mystère autour de Lino Ventura, c'est notamment son jeu, son non-jeu, enfin cette façon d'être devant la caméra qui est, lui-même se disait que c'était pas un acteur, quoi. Voilà, il se plante devant la caméra, il regarde la caméra, puis voilà, hop, moteur, et on démarre. Et ça, c'était mystérieux. Et ça, c'était, à mon avis, intéressant. Je me dis, ok, là, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est se poser la question de qu'est-ce qui fait le jeu de Lino Ventura, parce que moi, ça me parle en tant que dessinateur, parce que comme dessinateur, disons, l'un de mes boulots, c'est de diriger des personnages.
il y a cette question de comment faire jouer les personnages, et notamment comment faire naître une émotion en bande dessinée, c'est assez compliqué, quoi. On a des moyens assez limités. Ouais. Et Lino Ventura, lui, il pose d'emblée ses limites. Il dit, moi, je suis pas un acteur, j'en fais pas des tonnes, je suis dans le... Et donc, il est précisément dans cette espèce de minimalisme. Ça, c'est Arnaud qui a beaucoup employé ce mot-là. Il dit, Lino Ventura, c'est le minimalisme. Et ça m'a parlé. Je me dis, mais en fait, ça, c'est exactement comme nous, on fait en bande dessinée. En tout cas, moi, comme je le fais, c'est-à-dire j'essaye de poser mon personnage, mais je ne fais pas grimacer ou machin pour singer telle émotion ou pas, c'est essayer de jouer avec ces jamais, jamais de caricature. Oui, voilà. Limite, mais pas. Oui, voilà, un truc... et donc, finalement, c'était ça l'entrée dans le projet, c'est de se dire, le jeu de Lino Ventura, comment ça fonctionne, et comment ça peut être traduit en bande dessinée, comment ça dit des choses aussi sur la bande dessinée. Et là, c'est aussi. Surtout qu'il n'aimait pas la BD, lui. Mais voilà, alors voilà. Commencer là-dessus, c'est ça qui est fort. C'est exactement ça aussi. Le truc qui m'a séduit, en fait, à la fin, c'est Arnaud me dit il y a un truc dans ce bouquin, enfin, il y a deux trucs. On va faire une chose, c'est on va le mettre comme ça, d'emblée, première page, qui regarde le lecteur et il dit moi, la bande dessinée, c'est pas mon truc. Ouais, ça, tout de suite, donc là, il y a une forme d'ironie, il y a un truc un peu potache en disant bon, toi, c'est pas ton truc, la BD, mais on va te transformer en personnage de bande dessinée, réellement. On pousse le vice jusqu'à dire l'enfance de Lino Ventura, dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Celle-là, pour le coup, c'est Arnaud qui imagine des séquences. On va les traiter comme une bande dessinée de Kick et Fluke, quoi. Donc il y a une BD dans la BD. Oui, il y a une BD dans la BD. C'est étonnant aussi. Ça, c'est intéressant d'en parler. Et l'autre truc que tu sais peut-être pas, et celui-là qu'Arnaud je ne vais pas demander, est-ce que c'est l'inconscient? C'est que le dispositif qu'il a mis, c'est celui de l'emmerdeur. Film de Molinaro. Ah oui, oui. Ombrelle n'arrête pas de faire chier. Le journaliste le poursuit. Mais je pense qu'il ne l'a pas fait consciemment. Non, je pense pas. Ce que je voudrais dire, par rapport à ce que je dis, que ce soit bien clair pour les gens, les différences des choses, c'est que, quand moi j'ai dit à Franck, les acteurs, il y aura une liberté beaucoup plus grande que les réalisateurs. Parce que les acteurs sont des personnages, c'est des mythes, et c'est des acteurs. Alors que, comme je disais, quand ils ont un destin, quand je disais avant que vous arriviez, je disais, je ne vois pas l'intérêt de faire Paul Newman, parce qu'en dehors de s'être marié avec John Woodward, d'avoir été amoureux sans coucher avec Robert Redford, et d'avoir fait une fois les Exploitants d'humains pendant 2 jours, sa vie était d'un plat extraordinaire en dehors des films. Qu'est-ce qu'on va raconter? Le problème du biopic, il est là, c'est que le biopic, soit il faut avoir des personnages qui ont un destin, et là on fait un grand vélo, soit un acteur, on peut tout faire. Quelqu'un qui va faire Bela Lugosi aujourd'hui, Bela Lugosi est encore à Paris, vit vraiment et est devenu un vrai vampire, s'il nous raconte la vie de Lugosi vraiment, j'en veux bien. C'est ce que tu as fait avec Benjamin. Nous, on était d'accord parce que vous ne trahisiez pas du tout le projet de raconter la vie de Ventura. Mais non, mais la vie de Lino Ventura, elle n'est pas non plus passionnante. Enfin, il y a des choses intéressantes, évidemment, mais non, mais c'est... Mais non, mais c'est la vie de... Enfin, tout le monde a des vies intéressantes. Moi, justement, mon positionnement aussi... Le mythe de Ventura, il est dans les gens, il voit un acteur sur un écran, un metteur en scène, il voit des autres gens que lui sur l'écran. Mais précisément, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on peut projeter sur Lino Ventura et pourquoi il occupe cette place dans le cœur des Français, c'est très très particulier. Mais c'est pas lié à justement... sa trajectoire, ce qu'on sait de sa vie, parce qu'il ne dit rien de sa vie. On l'imagine pas, disons, jouant un gilet jaune. Ça, c'est vraiment pas. Et il a cessé de dire que sa vie n'était pas intéressante. D'ailleurs, quand le journaliste le cuisine, en essayant de savoir un peu des choses un peu croustillantes, il dit mais on s'en fout de ma vie. Il était verrouillé à double tour. Voilà. Et ça rend les choses intéressantes pour moi, parce que je pense que c'est là où c'est intéressant, comme n'importe quelle vie, c'est cette part-là de mystère qu'on a en nous, et lui, il l'a planté là, devant la caméra, et c'est complètement sidérant. C'est-à-dire qu'on peut y projeter, effectivement, énormément de choses. Mais je voudrais poser une question sur le style aussi, parce que moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu le résultat, c'est que, tout en restant fidèle à qu'est-ce que le mythe Ventura et comment jouer avec, bon, le fait que, c'est pas de nom, quand je les ai vus, le fait que le pauvre Pinotto, il a attendu 3 films et 4 jours de trucs pour le mettre dans un lit avec John Dickinson, parce que le mettre dans un lit avec une femme Ventura, c'était impossible. Le style personnel que vous avez eu, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que vous avez fait un film. C'est que moi je suis un film de film en BD. Je vois un film complètement, un film, pas du cinéma, un film avec à la fin la mort se rencontrant. Bon, quelque chose, et ça c'est formidable, parce que vous avez pris finalement l'image de Ventura,
que les gens en avaient, vous l'avez remis en question dans votre image, et peu à peu cette image se défait, un peu comme à la fin du film de Skolimowski, le départ, l'image elle brûle, le film s'arrête. Et ça, je trouve que c'était parfait, c'était exactement comme ça. Tu sais, il y a une chose que disait Boris Vian, quand il y a un problème difficile, il faut chercher l'attaque oblique. Si on l'a, tout vient. Oui, l'idée, c'est... Bravo mon pote. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, en ayant lu, c'est qu'on n'est pas dans le biopic classique, on n'est pas... Donc on est surpris, voilà. Ça, c'est toujours intéressant, et ça donne envie de revoir les films. Oui, mais le personnage le permet, c'est ça que voilà. je veux dire. C'est le choix on ne pouvait pas faire ça avec Léon. N'importe qui. C'est impossible. Ouais. Faire que Léon, d'un seul coup, il rencontrait Eastwood d'un côté, rencontrait son père, sa mère, pendant 140 pages, c'était impossible. Parce que tout le destin et toute l'histoire du personnage, la montée, les changements physiques et tout, ça n'aurait pas fonctionné. Et un réalisateur, lui encore, c'est un réalisateur physique. Mais vous imaginez faire ça avec Truffaut? Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le Léon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais à un moment donné, dès qu'il s'agit du papa, là, il y a quelque chose qui apparaît au niveau de la couleur. Alors, comment s'est fait ce choix, justement? En fait, c'était une petite idée à moi, au moment de la réalisation de toutes les pages. Je m'étais dit que à ces moments particuliers où Léon s'imagine avec ses parents, en étant devenu adulte, il faudrait que je fasse quelque chose de particulier pour les marquer du reste. Voilà. Et donc c'était le choix de la couleur en sépia qui permettait d'immortaliser en quelque sorte ces instants-là. Les différencier du reste du livre. C'est très intéressant parce que Léon travaille beaucoup sur ce rapport au temps, au rêve. Plus, voilà, c'est ça. Léon, c'est un spécialiste des flashbacks. Donc ça, du coup, c'est intéressant parce que du coup, voilà, on est vraiment... Voilà, on va avoir le temps de toute façon de creuser ça dans les prochaines rencontres qu'on aura entre nous. Je vois qu'il y a un public nombreux, donc on va peut-être laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Et puis moi, je finirai sur 3 petites questions sur l'univers du cinéma et de la BD. Voilà, donc messieurs, dames, s'il y a des questions aux auteurs qui sont là, allez-y. On vous écoute. Alors si quelqu'un est fatigué, il y a une chaise qui est là en face. Voilà, on peut aussi... Peut-être un des responsables de Glénat qui est là, vous allez... Oui, là, vous pouvez t'asseoir. Vous serez filmé, même en gros plan. Pas de soucis, viens. Non. Nous avons quand même un des patrons de Glénat qui est là, je signale, donc il surveille tout ce qu'on dit de Glénat. En plus, c'est enregistré. Il y a des traces. Jacques Irénal, viens là. Parce que globalement, ça va. On n'a pas dit trop de conneries. Oui, il y a une question. Une question, oui. Bonjour. Je me demandais si vous avez suivi un ordre chronologique, leur vie, ou qu'il a été... Sur le traitement. Oui. Au niveau du niveau de l'ordre de l'intrigue. Alors là, dans la collection, c'est un truc dont on a beaucoup discuté avec Franck. L'instant que je m'explique, là, comment j'explique. Dans le cadre du Ventura, lorsque nous, un peu avant que lui soit au courant, Arnaud nous avait un peu fait ce qu'il voulait faire, que je l'avais... Bon, c'est vrai, avant la carrière. Bon. Et qu'il était en train de fouiller, on était très intéressés, et quand on a reçu les trucs et tout, avec Franck, on a dit... allez-y dans ce sens-là. On a donné le feu vert, parce que c'était pas du tout, en effet, une narration normale. Bon. Pour ce qui est le Jane Mansfield, qui a écrit Dupont, lui, il suit, c'est un peu plus bifurqué, il y a des allers-retours un peu, mais pas trop. Bon. Dans un style un peu dans le même genre, il y a le Devers. Le Devers, c'est un scénario aussi qui est plus sur le personnage, avec du fantasme, avec des choses et tout. En revanche, pour les 3 qui sont actuellement, disons, en train d'être terminés, de mon côté, bon, le Truffaut, c'est des flashbacks, des retours, des revenus, des choses, c'est un peu conçu sur le flashback. Bon, le Léon, ça l'était, mais Léon, son cinéma, c'est ça aussi. Il y a un flashback, voilà. Et en revanche, le Hitchcock, on a fait aussi pareil, mais en 2 tomes. Hitchcock, on devait faire 2 tomes, parce qu'Hitchcock anglais, Hitchcock américain. Mais on joue carrément sur le système wellsien, sur le système léonien, c'est-à-dire le flashback, mais on le fait de manière, disons, en ligne claire, enfin entre guillemets. Bon, par exemple, le Léon, on aurait pu commencer par Léon, enfant, continuer. Non, il y a des allers-retours, on revient et tout. Et comme dans le Léon, je dois le dire, il y a une part biographique personnelle qui intervient dans le dernier tiers, c'était un peu le deal avec Franck, il est évident qu'il fallait, à ce moment-là, on basculait dans les dates, parce qu'il y a ce qu'on appelle les flash-forward et les flashbacks. On jouait sur les deux. Et là-dessus, je pense que c'était un des grands problèmes qui se posait techniquement à Philan, c'est comment la gueule de Léon était 10 ans après, 5 ans après, il fallait qu'on sente des fois, sans marquer la date, la différence. Alors quand c'était la barbe, ça allait, mais c'était très compliqué.
Et puis en même temps, le pauvre, qu'est-ce qu'il souffrait quand il me disait, mais Rossif, il n'est pas aussi gros. Ah oui, mais c'est pas grave. Bon, mais le problème, c'est quand on touche des personnages de réalité, vous aurez toujours un connard quelconque sur son internet qui dira, moi qui ai connu un tel, il n'était pas fait comme ça, il était beaucoup plus petit ou plus grand. Et que ça va faire, disons, 10 pages de blog là-dessus. Et c'est hélas vrai. C'est pour ça que j'étais extrêmement, et je pense que Arnaud ça, c'est stressant. Ouais, non, oui, non, ça, j'en c'est horrible. C'est c'est horrible, parce que quand tu as le type qui dit, récemment, quelqu'un m'a envoyé un truc, il dit, oui, Simsolo sur le Léon, d'après les pages que j'ai lues, il a utilisé ce que lui a dit Léon sans vérifier si c'était vrai. Alors, en effet, vous êtes avec votre pote, il vous dit, je suis une heure année. C'est vrai ce que tu me dis? C'est pas comme ça. Bon, mais vous avez ça. Donc il fallait être très. Voilà, un des scénaristes qui est là, que du Edmond Sfield qui est arrivé, Dupont, et c'est magnifique. Voilà. Qui pourrait répondre aussi sur la liberté de linéaire ou pas linéaire. Voilà. Donc on n'est pas prisonnier. Il faut bien comprendre, dans cette collection, les scénaristes et les dessinateurs ne sont pas prisonniers d'un dispositif unique. Si quelqu'un, le phase binaire que j'ai fini d'écrire, c'est du début à la fin, là il n'y a pas de flashback. Bon. Mais il faut dire qu'il y a aussi une vie très courte et ça va à 2000 à l'heure. Bon. Le gamin par contre, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bon, c'est pas Benazera, mais ça va, ça vient quand même. Bon. Merci. Ouais, merci. Voilà, mademoiselle. D'autres questions? En attendant, j'ai vu que Gabin avait failli tourner dans Il était une fois en Amérique. C'est fou cette histoire. Hein. Bon, on n'a pas vu. La raison était très simple, Ouais, c'est que Gabin ne voulait pas prendre l'avion, mais ça c'était d'accord, et que moi j'étais là, ce jour-là. Et c'était l'époque où Sergio avait pensé au départ, il voulait prendre Depardieu dans le rôle de Max. Ouais. Au départ il voulait prendre Depardieu et Devers. Après il a voulu prendre Depardieu et De Niro. Il y a eu 1900, mais malgré 1900 de Bernardo, il voulait quand même le faire encore. Et puis quand Gérard l'a plus ou moins laissé tomber, il a essayé Richard Dreyfus, il a déjà et tout, mais il était arrivé au stade où là, au moment où il voulait avoir, disons, encore Depardieu, il espérait encore Depardieu, et il avait prévu d'avoir, pour jouer De Niro vieux, James Cagney, et pour jouer vieux Depardieu, il voulait Gabin. Après, au dernier moment, il était revenu sur sa parole un peu avant la mort de Gabin. C'est donc connu ce déjeuner, ce dîner chez Conti, c'était plus ce rôle-là, c'était en fait un autre personnage qu'il lui aurait donné parce qu'il avait décidé de ne plus faire les vieux et les adultes. Bon. Mais Gabin était d'accord, il lui avait dit on va faire une chose, c'est qu'on va prendre le bateau tous les deux, vous me raconterez le scénario pendant ce temps-là. Mais ils se connaissaient, parce qu'il avait été assistant en Italie sur des films qu'avait fait Jean. Et moi j'étais là avec Rossif, avec Milonas, et après je suis resté pendant toute une heure à attendre la voiture avec Gabin. Ça, c'est une autre histoire, comme dirait Kipling, mais il avait une admiration pour Léon absolue. Ventura aussi, elle admirait beaucoup, mais Gabin pouvait entrer dans l'univers, dans le jeu. Ventura, non. Ventura, on n'imaginait pas Ventura en train de faire la grimace. Bon, parce que, vous connaissez la plus belle phrase que m'a dit Léon un jour? Il m'a dit, Clint, tout c'est simple. Il a deux expressions. Une avec le chapeau et une sans le chapeau. Oui, comme quoi ça tient à pas grand-chose. Bon, ouais. Donc, Ventura, c'était beaucoup plus compliqué. D'autres questions, messieurs, dames, avant qu'on attaque la partie dédicace, n'hésitez pas. Sinon, vous aurez le temps de discuter avec les auteurs. Hein. Moi, si vous voulez, je vais reprendre ma casquette de côté jeu. Côté jeu. Hein. Alors vous n'avez pas le droit de jouer parce que je pense que vous savez plus ou moins. Hein. Mais je vous offrirai un demande revue après. Lui, c'est rien, il peut jouer. Mais bon, alors, on va dire, je vous écris, mon papier nickel, c'est une revue sur l'image et l'illustration. Donc la première question, alors, elle va être en lien avec le titre de la collection. Ça, vous l'avez peut-être déjà dit, cette collection fait référence à un grand cinéaste qui a été un grand illustrateur. Grand illustrateur dont un des films n'a jamais pu être mis au cinéma, mais été illustré par un grand dessinateur. Je voudrais avoir le nom du cinéaste et le nom du grand dessinateur, et vous gagnerez le numéro de la revue qui a un dossier sur ce personnage. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Monsieur, alors monsieur, allez-y. C'est Fellini et Manara, exactement. Alors bon, monsieur connaît bien l'univers du cinéma, parce que monsieur, alors je salue monsieur quand même, qui est le réalisateur d'un très beau documentaire sur, effectivement, Jean-Claude Mézières. Voilà, donc, Avril, on va t'offrir le numéro de papier nickel, où tu verras, alors je fais de la pub en même temps, j'en profite pour la revue, c'est normal.
sur le fait qu'effectivement, vous avez le storyboard de Fellini. Donc Fellini storyboardait. Il faut savoir que Fellini dessinait ses rêves. C'est très important. Il voulait aussi faire Mandrake. Voilà. Il n'a jamais pu réaliser. Il voulait faire Mandrake. Et donc, vous pouvez lire chez Casterman Le voyage de G. Mastorna, illustré magnifiquement par Manara. Voilà, donc Avril, un petit numéro pour toi. Alors, on revient à l'origine de tout ça. Et la question est, quel est le premier film, la première bande dessinée adaptée au cinéma? Ouh, ça c'est dur. Alors quand je parle cinéma, c'est, on va dire, au sens très large. Hein. Je ne parle pas forcément, alors je vous aide un petit peu, pas forcément des longs métrages. Alors là, il y a la réponse pour ceux qui auraient lu le numéro 32 de Papier Nickelé. Il n'y en a pas des masses. Elle est peut-être pas bonne la réponse, attention. Alors bon, Noël Simsolo va me dire après. Mais j'ai des éléments. Alors, bah, ça a à voir avec une ville où on a inventé le cinéma. La Ciotat. Oh, j'entends Lyon, donc on se rapproche de Lyon. Et donc, je peux vous poser la question aussi, un des premiers films de fiction qui a été fait, et d'ailleurs qui a été fait 3 fois. En gare de la Ciotat. Sauf que l'arrivée en gare de la Ciotat, c'est pas vraiment des acteurs, c'est quelque chose qui a été capté, les gens n'étaient pas forcément au courant qu'ils étaient dans le film. On n'a pas le droit de jouer. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Donc, allez, la première fiction qui est un gag, et qui est devenue une expression populaire après. Alors si tout le monde répond en même temps, comment ça on va faire ma revue? Voilà. Alors donc, un peu avant, Émile Cohl avait fait les Finiqués. Il y avait peut-être ça. Alors peut-être, je vais vous faire deviner. Melissa McKay avait même voulu faire un truc de Little Nemo. Voilà. Et donc vous avez là. Attention. Du coup, personne n'a gagné. Alors je vais peut-être essayer de. Voilà, c'est pas facile là du coup, mince. Alors en fait, vous verrez, il y a plein de dessinateurs qui se sont adaptés à ça. Et effectivement, les frères Lumière, ils ont forcément lu le gag quelque part. Voilà, on pense le sait. Voilà. Donc il y a quelque chose là-dessus. Bah, tout le monde a gagné et personne, voilà. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour la dernière question, bah, c'est un peu un hommage à Avril qui est là, puisqu'on a fait une soirée ciné-BD, c'était la première qu'on avait fait le mois de janvier dernier. Donc là, on va faire le mois de juin, le mois de juin dernier. Là, le mois de juin prochain, on va faire la soirée autour de Sergio Leone. Là, on avait questionné le travail de Jean-Claude Mézières. Donc la question est la suivante. Si vous avez lu le numéro 57, il y a un petit article que j'ai signé là-dessus, qui est se dire que Jean-Claude Mézières a été beaucoup pillé par un certain George Lucas. Il a même fait un dessin rectificatif où il montre comment certaines images de Valérian se retrouvent un peu dans Star Wars. Voilà, ça c'est connu. Par contre, si vous êtes lecteur de Valérian, et Jean-Claude Mézières ne s'en est jamais caché, il y a un film, qui est un film culte, qu'on va retrouver au début de Valérian, dans une case. Il y a une référence précise à un film culte du cinéma, et dans la fin de Valérian, vous avez aussi une référence à ce même film culte. Donc là, je voudrais avoir, pour gagner ce très beau numéro 57, que déjà vous leviez la main, parce que sinon c'est le bordel, on n'y arrive pas. Et vous n'avez pas le droit de jouer toujours, mais je vous offre une revue avec plaisir tout à l'heure. Hein. Donc, quel serait le film qui est finalement l'alpha et l'oméga de cette très belle série de science-fiction qui est Valérian? Alors, pas tous à la fois. Alors, si vous êtes observateur, c'est un film qui va bientôt passer à la Filmothèque. J'en profite pour faire de la pub pour la Filmothèque, parce que c'est quand même à la Filmothèque qu'on ressort Sergio Leone, qu'on ressort Il était une fois en Amérique, en édition complète, 22 minutes en plus. Donc ça, il faut le saluer. C'est pas tous les cinémas parisiens qui le ressortent. La version longue. Oui, enfin, la dernière version, 22 minutes. Et il manque toujours les 30 minutes qu'on a perdu. Il en manque encore 30. Mais la Filmothèque a tenu à repasser ça. Et donc, la Filmothèque va passer ce film dans le cadre d'un ciné-club que j'anime par ailleurs, publicité, je me tais. Mais ce film va passer au mois de mai. Et il va bientôt y avoir, en plus, dans cette librairie, avec, je remercie Hervé du partenariat qu'on a avec... Il y a un monsieur qui lève la main. Alors, le monsieur qui lève la main. Métropolis. Oh, perdu. Ça pourrait, vous n'êtes pas loin, il y a un univers, mais non, c'est pas ça. Alors, c'est un film, on va dire, d'un auteur américain, qui est un auteur culte, qui est peut-être le réalisateur préféré de Christopher Nolan, et que Christopher Nolan, il a bien aidé au dernier festival de Cannes à permettre la ressortie d'un certain film. Alors, qui ça, là-bas? Oui, alors quel film de Kubrick? Alors, le film par rapport à l'espace. Redites-le très fort.
Bravo, monsieur a gagné le numéro 57 de papier nickelé. Où vous ouvrez, je vous montre quand Je vais même. lui poser une question, voir s'il peut gagner le numéro qu'il a. Ah ben oui, vas-y. Quel cinéaste anglais a adapté dans les années 60 une bande dessinée célèbre qui était un anglais d'origine américaine? Alors, est-ce que... Non, c'est à lui que tu as la question. Ah ben non, je peux pas gagner ma propre revue. C'est pas logiquement pas possible. Non, on va demander au public. Vous connaissez la réponse? Moi, je sais pas. Quel est le Je connais pas cinéaste la réponse. anglais d'origine américaine qui a mis à l'écran une bande dessinée au milieu des années 60? Barbarella. Non, bah, écoutez, Vadim, il aurait été bien content de savoir qu'il était anglais d'origine américaine. Lui qui était français d'origine russe. Je vais vous mettre sur la piste. Devant, il y a Dirk Bogarde et Monica Vitti. Alors. Oh. Modestie Blaise. Modestie Blaise, bravo. Voilà. Est-ce que tu as le droit de jouer, toi? Bon, voilà. Bon, alors, on a la chance d'avoir un libraire qui est très cinéphile. J'en profite pour remercier effectivement la librairie du cinéma du Panthéon de permettre ce genre d'événement. Il y a Jean Arbonnier qui est là. Non, je reviens sur ce que vous avez dit de Lino Ventura. Je ne suis pas du tout un spécialiste des acteurs. J'aime beaucoup quelques films que j'ai vus de lui. Sur le fait d'une présence qui est antérieure au jeu. Je ne suis pas comédien. C'est peut-être ce qui l'arrache au côté français, sinon franchouillard dont tu parlais, qui le rapproche de certains acteurs américains, la raison pour laquelle on les a beaucoup aimés plutôt que Gérard Philippe, etc. J'ai vu il y a un an et demi, James Ellroy. Il était à la Cinémathèque, je ne sais plus à quelle occasion. Il avait présenté un film magnifique de Tourneur qui s'appelle Out of the Past, pour des mots et court, avec Robert Mitchum. Mais à propos de Robert Mitchum, Ellroy a cité Lino Ventura, en disant qu'il y avait quelque chose qui est là. Il y a un corps américain. J'ai revu récemment Libidon de Fellini. Quand on voit arriver Broderick Crawford, il n'est pas nécessaire qu'il joue. Il y a une présence comme Ventura, comme Mitchum, comme tant d'acteurs américains. C'est ce que Gabin définissait ce qu'a pris de long l'acteur. C'est-à-dire que la différence du comédien, c'est quelqu'un qui vient, il est acteur. Il joue pas un rôle, il est acteur. Et Ventura, c'était son truc, et c'est pour ça qu'il était très mal à l'aise dans des scènes où il devait jouer. Il était très mal à l'aise, scènes de sexe. Le comics, il fallait vraiment qu'il soit entraîné par ses copains Brel et tout ça, ou le louche qu'il laissait faire ce qu'il voulait. Et il y a un film de lui, justement, où il montre à quel point, quand il veut jouer la comédie vraiment, Ventura, ce qui est assez rare, il peut l'être, c'est La Bonne Année, qui pour moi est un des meilleurs films de Claude, et dans lequel il est obligé de jouer. Mais seulement, il a devant lui quelqu'un qui le couillonne. Il lui dit, tu fais ce que tu veux. Du coup, et donc, mais forcément, il joue. Mais il joue comme un gosse qui va jouer en disant un mensonge. Quoi. Bon. Et ça, c'est très très vrai. Mais la différence d'acteurs-comédiens, on n'en parle jamais. Mais les trois quarts des grands acteurs qu'on admire, ce sont des acteurs, pas des comédiens. Pas des comédiens. Un comédien, c'est un type qui a appris à mentir. Voilà, on va être obligé de clôturer cette conversation-là. Je pense que vous allez pouvoir continuer à explorer cette collection 9,5 chez Glénat, qui va justement nous permettre de voir des grandes figures du cinéma vues autrement. Et je pense que c'est toujours intéressant de refaire. Comme Jean-Michel est là, voilà. Jean-Michel, c'est avec quel dessinateur, Jacques, tu as fait Gênement de Suite? Oui, on peut annoncer, ouais. Avec Roberto Ballazzini. Alors, on a une date de sortie prochainement Début 2020, je crois. Je crois qu'il fait 2020 en même temps que le fou, je crois. Donc, si tout va bien, je vous propose, on continuera ce genre de rencontres. Je pense que c'est intéressant. Hein. La suite logique, je rappelle, c'est de faire des rencontres le samedi matin, donc le 22 juin, pour quelques dollars de plus. Une nouvelle rencontre, Si on creusera, mais il n'y a pas de raison. Hein. Du coup, on creusera encore l'univers de Léon. Et le 7 septembre, autour de l'univers de Lino Ventura. Je vous remercie pour votre présence. Je vais m'effacer. Tout ça. Il y a une chose qu'il faut dire, excusez-moi, on n'a pas pu le préparer, vous êtes arrivé en retard. Il y a un bonus formidable dans le Ventura, c'est que la préface est de mon ami Jean-Claude Carrière. Voilà. On pourra peut-être inviter d'ailleurs éventuellement le 7, on verra. Enfin, hein, voilà. Excuse-moi, mais ça c'est important, Ouais, parce non, mais que bien sûr. Carrière, qui est assez avare de choses, Et qui a fait un grand scénariste. rencontré et tout, il a dit d'accord, et je crois que c'est une très belle préface en même temps. Ah oui, non, Voilà. c'est génial. C'est intéressant Courte, mais magnifique. là-dessus. Excuse-moi, Mais pas de souci, je voulais quand même le c'est signaler. normal. Voilà, donc la soirée est filmée, vous retrouvez ça sur la page YouTube de Papier Nickelé. Et maintenant, place à la dédicace avec nos trois auteurs et un petit coup à boire offert par nos partenaires, Léna et la librairie du cinéma du Panthéon. Bonne soirée à tous. Merci. Oui, il faut être très patient pour voir ça. Ça calme. Le mec il dit rien pendant 2 heures. Il va y rester 4 minutes.